Bonjour tout le monde, La Tour Sombre est une des pierres angulaires de l'œuvre de Stephen King. Les fans sont donc en PLS depuis que l'annonce d'une adaptation a été faite en 2007 quand Stephen King avait vendu les droits à J.J. Abrams et Damon Lindelof. J'aurais serré les fesses aussi à votre place. Et le truc c'est que le projet était tellement énorme adapté depuis des années que tout le monde s'est dit non en fait c'est trop gros, on va pas le faire. Il y en a qui voulaient faire 3 films, d'autres qui voulaient faire un film et une série télé, d'autres qui voulaient juste faire une série télé, etc. Chacun y allait d'un projet différent, et tout le monde disait « Mais vous, ne le faites pas, bande de fous, c'est la plus grande œuvre de Stephen King, c'est inadaptable, et ça fera de la merde. » Je ne sais pas, du coup, qu'en est-il de la réaction des fans de Stephen King à La Tour Sombre, puisqu'il vient de sortir en salle. Je suis désolé si vous êtes fan, mais je trouve que c'était vachement bien, ce film. Je sais pas si ça colle ou pas, c'est pour ça que je suis désolé pour les fans. Je sais pas si ça colle ou pas à l'œuvre de Stephen King, j'ai pas lu La Tour Sombre, j'ai lu des bouquins de Stephen King, j'ai pas lu La Tour Sombre. Mais c'était vachement bien en tant que film, putain, ça fait longtemps que j'ai pas eu un film comme ça qui est un blockbuster simple, qui essaye pas de t'en mettre des milliards et des milliards plein la vue, et qui essaye juste de te raconter correctement une bonne histoire. Et le récit de ce film s'enchaîne vraiment de façon ultra intéressante, on rentre dans le film, on rentre dans les enjeux, il retient pas ses coups, parce qu'il arrive à faire des trucs auxquels on s'attend pas, et franchement, du coup, ça fait une très bonne expérience. L'histoire, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est qu'il existe différentes dimensions, en vérité, c'est comme le Marvel Cinematic Universe, en fait. Il existe plusieurs dimensions, dans lesquelles, d'ailleurs, se sont déroulées, pour certaines d'entre elles, des histoires de Stephen King, et elles sont toutes reliées sur un espèce de plan cosmique par une tour sombre, dis donc ça alors, ce serait pas ça qui donnerait le nom du film, qui maintient l'équilibre et qui maintient toute cette création et l'univers et les multivers entiers en stabilité, et un méchant, un sorcier, joué par Matthew McConaughey, essaye de détruire cette tour parce qu'il est l'incarnation du mal, c'est le méchant, et il veut du coup régner sur le monde, of course. Pour le combattre, il aura sur sa route un pistolero joué par Idris Elba, les pistoleros sont en fait des sortes de chevaliers, ou l'évolution en tout cas des chevaliers qu'on avait à l'époque médiévale, et qui maintenant sont devenus des pistoleros et qui défendent du coup le multiverse face à diverses menaces, et par un jeune garçon, Jake, qui vient de New York, donc la Terre normale, et qui a des flashs des différents mondes du multiverse, et de ce que fait le sorcier pour essayer de détruire ce monde. Et il va donc essayer de suivre ses rêves, de suivre les indices, et d'accéder à cette dimension, et de faire son petit bonhomme de chemin et de résoudre la quête qui lui sera proposée du coup. Et on pourrait croire que le film part mal. Il y a 2 phrases pour introduire le film. Il existe une tour sombre qui retient les machins. Deuxième phrase, il est dit qu'un enfant pourrait la détruire. Et tu regardes ça, tu fais... Dans quelle merde je suis rentré, là? Il y a une tour qui soutient le monde entier et un enfant pourrait la détruire. Pourquoi donc? Et juste après, t'as la scène qui t'explique pourquoi donc. Et quand tu vois le truc, tu fais... Oh, c'est glauque! Ah, je comprends d'un coup, là! Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et après, tu démarres l'histoire normale, tu découvres Jake, et franchement, déjà, il lui arrive des choses qui sont intéressantes. Enfin, c'est... je pense que toute l'idée de ce personnage, alors je sais pas si c'est l'idée de La Tour Sombre, mais l'idée de ce personnage et de ce film autour de ce personnage, c'est de dire, donc c'est l'enfant qui a de l'imagination, c'est l'enfant qui a de la créativité, qu'on appelle dans ce film le Shining, puisqu'en fait ça devient ses pouvoirs télépathiques, de pouvoir voir les choses qui se passent, de pouvoir parler aux gens avec leur esprit, etc. Et en fait tout ça c'est un symbole de la créativité qui est donc menacé par tout ce qui essaye de maintenir le monde dans l'obéissance et dans rentrer dans les règles, et de rentrer dans les lignes, et surtout ne pas aller sur le côté du chemin. Et pour illustrer ça, du coup, ils refont l'histoire assez classique du gamin qui est un peu martyrisé à l'école parce qu'il est dans son monde en train de faire ses dessins, et du coup des parents qui sont oh là là, il est quand même spécial, est-ce qu'on l'emmènerait pas chez le psy parce qu'il fait des cauchemars. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils la font pas de façon trop cliché, c'est-à-dire que par exemple au niveau du mec qui le martyrise à l'école, je m'attendais pas à le voir réagir, et il réagit mais genre bien. Et ça fait vachement de bien voir du coup d'un coup, parce que justement beaucoup de ces films-là ont entretenu l'idée du petit gamin qui est dans son coin et qui bouge pas et qui est machin et qui reste en train de dessiner dans son petit carnet de notes. Là pour le coup, il peut aussi être extraverti, quoi. C'est pas un mec, il est pas enfermé dans son monde. Il a quand même le moyen de faire autre chose, quoi. Il a quand même le moyen de réagir à ce que le monde met en travers de sa route. Donc du coup c'est plutôt cool. Et au niveau du côté psy et trucs dans ce genre-là, justement il le gère de façon
Ouais, enfin assez réaliste, assez bien amené, il y a des façons logiques d'amener le truc, et le gosse le gère intelligemment. Et le truc c'est que quand toute cette histoire évolue, il y a vraiment des enjeux qui sont marqués, parce que tout le petit monde qu'on crée autour de Jake et tout ce qu'on crée au début du truc, on lui met des vrais enjeux. Il se passe des choses entourant Jake, j'y croyais pas. La première scène où il commençait à en parler, je me faisais ah oui, d'accord, bon, je vois ce qu'ils vont faire, à la fin il va y avoir un truc, il va devoir... Bah, d'accord, ok, très bien. Deuxième scène, je fais ah, dis donc, ils le vendent bien quand même, pour une fois, j'y croirais presque à moitié, quoi. Et d'un seul coup, troisième scène, et tu fais putain, ils l'ont fait! Oh la vache! Mais ça fait combien d'années que j'ai pas vu un film oser le faire vraiment, quoi, putain! Et... ah, ils ont réussi à bien foutre les enjeux, tout ce qui entoure les enjeux de Jake, franchement, est très bien trouvé. Et tout ce qui entoure le pistolero est déjà vachement fort. La relation qu'il va créer ensuite avec Jake, je la trouve vachement intéressante, très bien travaillée, bien amenée, et la progression extrêmement bien faite au fur et à mesure des scènes. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement touchant à et que cette espèce de maxime qui se raconte, de dogme ou de trucs, de formules qui se remet en tête pour essayer de se motiver, le truc du je ne vise pas avec mon cœur, celui qui vise avec son... non, je ne vise pas avec mon arme, celui qui vise avec son arme a oublié le visage de son père, je vise avec mon cœur, etc. Il a un truc qui répète 3 ou 4 fois avec cette même formule, mais à chaque fois un truc différent. Et putain, je sais pas, à chaque fois que ça revenait, j'avais des frissons qui venaient et tout, j'étais putain, c'est beau, enfin, il y a des vrais échanges qui sont en train de se faire entre les personnages, c'est... Et du coup, tu te dis, tout joué contre ce film. Les gens ont vu ce film arriver de loin, ils se sont dit ça va être de la merde. Il fait que 1h45, oh bah évidemment du coup ils ont tout coupé, donc ça va être de la merde. Et puis oh le mec il est joué par Idris Elba alors qu'il devait pas avoir cette couleur là à l'origine, ça va être de la merde. Et puis machin, et puis... Et moi qui voyais le truc de loin se faire, je disais bon bah très bien. Mais en voyant l'image de loin, je me suis dit ça ressemble à ces films de base, enfin très basiques où ils vous font ils vous vendent un personnage qui vient d'un monde parallèle et en fait tout va se passer sur Terre. Parce que le portail va être activé qu'une fois dans le film. Et en fait, non! Justement, enfin, j'avais peur ce truc-là, en fait, c'est une astuce qui s'est souvent faite dans les années 80-90, quand il y avait des licences de fantasy qui marchaient, la fantasy, le fantastique, la science-fiction, tout ça, c'est des choses qui coûtent très très cher à réaliser. Donc l'astuce, c'est de trouver un moyen pour que ça se passe sur Terre. Et du coup, t'as plus qu'à filmer des gens sur Terre en train de dire, tiens, c'est bizarre ça, c'est quoi? C'est un téléphone? Oh, c'est rigolo, c'est... Donc voilà, c'est pas toujours le truc très rigolo, ça s'est beaucoup fait jusqu'à l'épuisement dans les années 80-90, et je pensais que ce film-là serait une réutilisation de ce truc-là. Je me suis dit, non, ils vont pas faire ça en 2017 quand même. Non, ils ont pas fait ça en 2017. Il y a plein de passages entre diverses dimensions. On comprend que du coup il y en a d'autres qui seraient accessibles s'ils faisaient des suites par exemple un jour ou l'autre, parce que même s'il y a qu'un film qui s'appelle La Tour Sombre, vous inquiétez pas que tous les studios en ce moment cherchent des licences et cherchent des trucs dans ce genre-là, donc si ça marche La Tour Sombre, ils vont faire les suites et ils adapteront peut-être tout ce qu'il y a dans les bouquins justement. Enfin ça peut être un truc intéressant de créer un Stephen King universe au cinéma. Mais du coup non, il y a plein de passages entre des dimensions et la Terre, et du coup il y a le film est quand même vachement créatif. Il y a plein de trucs intéressants qui sont montrés dans cet univers parallèle. Il y a plein de designs qui ont jamais vraiment été vus. Il y a tout un tas de trucs qui entourent les sbires du sorcier, sont des espèces de monstres avec des peaux d'humains autour, des machins genre là. Et alors oui, il y a un petit côté Men in Black, mais la façon que ça a d'être fait, ce qu'ils sont en dessous, etc., est assez créatif. Leur lieu, leur centre de recherche, leur machin, là, c'est assez créatif aussi. Tous les designs, en fait, sont vachement intéressants. En fait, dans cette dimension parallèle, c'est un peu comme si c'était une Terre, mais bien des années après. Et du coup, vous avez des petits villages de survivants qui se sont créés en dessous de restes de grandes villes. Et manifestement, ça devait être des très grandes villes parce que genre un seul bâtiment prend une montagne ou un truc dans ce genre-là. Et ils faisaient des putains de décors comme ça avec le petit village qui s'est installé au pied, et au-dessus vous avez le truc qui est en décomposition qui se dégrade depuis des années, mais qui a un vrai beau design, et tu dis ah ouais, enfin il y avait un gros truc ici pour qu'on en arrive à revenir à un monde comme ça ou qui est quasi un western. L'univers qui est là, c'est quasi un western dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Vous faites un crossover entre les deux et vous avez la Tour Sombre. C'est le Seigneur des Anneaux plus un western. Et ça fait des très beaux décors, ça fait des trucs intéressants. Alors oui, ils ont pas 36 millions de décors, mais justement, même avec plus de budget, finalement, la question c'est pas de montrer plein de mondes différents, c'est juste au moins de faire quelque chose d'intéressant avec le monde que tu montres. Et ils font des trucs ultra intéressants avec le monde qu'ils montrent. C'est ça qui manque en fait en ce moment à Hollywood. À Hollywood en ce moment, il y a de l'argent, il y a des visuels, il y a des trucs dans ce genre-là, mais il manque une bonne histoire. Ou alors quand il y a une bonne histoire, il manque les visuels. Et c'est un peu le problème. Je trouve que là, pour la première fois depuis le MCU, j'ai à nouveau un blockbuster qui essaye pas d'en faire des caisses, qui essaye juste d'être bien fait.
Et justement, enfin, le fait qu'il fasse qu'1 h 45, je trouve que c'est une preuve du truc, ben non, pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à faire 2 minutes 20 alors que, enfin, qu'on a déjà pas beaucoup d'argent, etc. On va quand même pas se faire les cons, on va pas rajouter un nouvel élément, un nouveau décor, un nouveau machin, alors qu'on a que 60 millions. Donc on fait juste bien notre truc. Et si on fait bien notre truc, peut-être qu'on aura la possibilité de faire un autre film. Et ouais, je trouve qu'ils ont fait un bon film, quoi. Enfin, ils ont même réussi à éviter l'écueil du portail dans le ciel, à la fin du film, pour le climax, qui est dans tous les blockbusters depuis le MCU, donc depuis Avengers, plus exactement. Pas depuis Avengers, depuis Avengers. Le portail dans le ciel, c'est dans tous les films de tous les blockbusters d'été en ce moment. Ils ont réussi à au moins faire une variante. Si c'est pas exactement un portail dans le ciel, au moins ils ont fait une variante et ça devient juste logique, ça devient juste la menace, quoi, au-dessus de la ville. Donc, enfin vraiment, plein de bonnes choses, quoi. Je trouve que là, pour une fois, ils ont vraiment fait en sorte de développer un univers correctement, ils ont fait en sorte de le rendre tangible, vraisemblable, et d'y mettre des vrais enjeux, quoi. Enfin, je suis navré, ce qui arrive autour de Jake, j'en reviens pas qu'un film d'aujourd'hui arrive à le faire encore, quoi, en se disant, putain, avec les PG-13, les machins, faites attention à pas mettre des trucs, des personnages avec trop de personnalités, des machins. Enfin, c'est trop cool, quoi. Si vous êtes jeune, si vous faites partie du pourcentage de 12-18 ans, là, qui me suit, je vous encourage vraiment à aller voir The Dark Tower. Je pense que ça peut devenir comme les films qui, moi, m'ont inspiré dans mon enfance, un peu à la Histoire sans fin, un truc dans ce genre-là, quoi. C'est le genre de film qui, à mon avis, te motive à rentrer chez toi et à dessiner, à créer des univers, à faire des trucs, parce que là, tu sens un univers qui vit, quoi. Là, tu sens un univers qui vit, qui a une vie cohérente, qui est installée et qui a quelque chose à faire. Enfin, ouais, je trouve que c'est bon. Je trouve que c'est vraiment bon, quoi. Simple, sans essayer d'en faire 3 tonnes pour éviter l'indigestion complète. Pas de scène de climax qui dure des heures et des heures, comme beaucoup des films récents, même des films que j'aime bien récemment, quand tu te dis, bon, 2h20, non, vous auriez pu couper 20 minutes, on n'est pas obligé d'avoir un climax d'une demi-heure, enfin, c'est pas nécessaire, on peut juste faire 10 minutes comme on faisait avant, et ben là, c'est un climax de 10 minutes, et c'est très bien, et c'est assez basique, puisque c'est juste un pistolero, quoi, c'est un mec qui flingue et qui fait des trucs, et puis de temps en temps, il y a un magicien qui envoie des parpaings et des trucs dans la gueule, mais les enjeux sont tellement bien instaurés depuis le début, tu comprends que ces deux personnages vraiment se détestent, et ils travaillent tellement bien à quel point le sorcier taunt le pistolero pendant tout le film, et à quel point il le cherche, à quel point il le trouve, que quand à la fin, il le trouve, ouais, enfin, t'as envie de les voir s'affronter, t'as envie de voir ce truc-là, et tu sens même que ça va être un affrontement compliqué, quoi, parce que tu dis, bon, d'accord, c'est un sorcier, on l'a pas vu non plus sortir des trucs monstrueux, des machins, mais on l'a vu à chaque fois avoir des pouvoirs qui empêchent totalement n'importe qui de pouvoir avoir une réaction quelconque, quoi. Donc, tu dis, non, ça va être un bon affrontement, quoi. D'accord, l'autre, il rate jamais quand il vise, et d'accord, lui, c'est un sorcier, mais les deux l'un contre l'autre, je pense, ça peut faire un sacré truc. Et ça fait un sacré truc. Et il y a aussi de l'humour, mais de l'humour correctement instauré et distillé, parce que les personnages de Marvel, encore une fois, quand ils font de l'humour, c'est toujours de l'humour pour distraire de ce qui se passe. Et là, c'est toujours de l'humour par rapport à ce qui se passe à l'écran. Alors, je vais vous dire un truc, parce que justement, je parle de Marvel. Ils montrent à un moment des ratons laveurs qui parlent à l'écran. Parce que il y a des pubs, en ce moment, enfin, je vous ai dit, le raton laveur, parce que dans Guardians of the Galaxy, c'est pas parce qu'il y a une super idée derrière, c'est parce que les ratons laveurs, juste, c'est normal. Et genre, ça aurait pu être un chat qui parle. Ça aurait été tout aussi simple. Vraiment, peu importe. Donc, vraiment, chez eux, c'est les ratons laveurs, c'est très courant, et les faire parler, c'est un truc rigolo qu'on fait de temps en temps. Et il y a une blague par rapport aux ratons laveurs, qui développe du coup l'univers de la Dark Tower, c'est-à-dire, bon, je vais vous le dire, je suis désolé, c'est la seule blague que je vais vous spoiler, mais ils voient les personnages, les animaux parler, ils font ah, les animaux ont pas encore fini de parler dans votre monde? Et du coup, Jake lui fait non, mais c'est juste une pub. Puis il attend. Comment ça, pas encore arrêter de parler? Et tu fais oui, enfin, c'est drôle, et en même temps tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et tout dans ta tête, tu crées tout un truc, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les animaux, ils ont parlé pendant une époque, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du bon humour, ça, c'est un vrai truc de divertissement, ça développe un univers. Et il y a aussi des belles scènes, juste pour développer les liens. Il y a un moment où un personnage proche de Jake est menacé par le sorcier, et le sorcier, du coup, va essayer d'avoir des renseignements sur Jake, vu qu'il est pas directement devant lui, par l'intermédiaire de cette personne. Et il va y avoir toute une scène qui va se dérouler, où en fait, le personnage va voir ce qu'a fait Jake à travers les yeux de ce personnage. Et ce personnage étant très très proche de Jake, tu fais « Oh, c'est beau !» Enfin, tu vois juste le lien, quoi. Tu vois juste la beauté du truc. Tu fais « Putain, c'est vachement bien travaillé comme truc quand même, merde !» Il y a Topher! Excusez-moi, je viens de voir ça dans mes notes. Je suis désolé. Il y a Fran Kranz
qui est un acteur qui jouait dans Dollhouse, et je suis sous le charme de ce mec. Je trouve qu'à chaque fois que je le vois dans un rôle, il joue super bien, et il a un rôle qui est à peu près similaire à celui qu'il avait dans Dollhouse du coup ici, et il jouait un personnage qui s'appelait Topher dans Dollhouse, et à chaque fois que je le vois dans un film, je me dis putain il est là, et à chaque fois je me dis c'est un putain de bon film. Je suis navré, j'ai juste vu ça dans le truc. Le film est en plus vachement bien filmé, enfin il y a plein de scènes qui sont vachement bonnes pour marquer la tension, pour marquer les développements des enjeux, pour marquer la réalisation est vraiment intéressante. Il y a un passage où Jake est poursuivi dans la rue, et ils arrivent super bien à ressentir la tension du personnage vraiment louche et vraiment malsain qui poursuit en plus un petit enfant dans le film, donc normalement ça te met bien mal à l'aise quand tu vois le truc arriver, et je vous jure que cette scène marche vraiment super bien. Il y a beaucoup de plans très larges, il y a beaucoup de choses, vraiment de trucs très très cadrés et de très composés. Il arrive aussi à faire, le réalisateur arrive à glisser du storytelling et de l'humour juste avec un plan de cadre. Il y a un, vous pouvez pas savoir où c'est. Je vais vous décrire le plan, mais vous pouvez pas savoir où il est dans le film. Il y a un moment où le pistolero tue quelqu'un, et on se dit ah bon, il a juste tué un mec. Et en fait, d'un seul coup, la caméra fait un panoramique en le suivant en train de partir, et pendant que tu fais le panoramique, d'un seul coup, elle découvre qu'il y a en fait une dizaine ou une vingtaine d'autres cadavres à côté, etc. Et tu fais, ah, c'est marrant comme reveal, tu montres que le personnage est badass, sans avoir à montrer qu'il est badass. C'est-à-dire que t'es tellement confiant dans ton film, que tu peux te priver d'une scène d'action. Tu te dis, je sais que mon film, il va être assez bon pour que j'ai pas besoin de montrer les scènes d'action, on va pas voir la tournée, ça coûte trop cher. On va juste montrer les résultats. Ils connaissent le personnage maintenant, donc ça va marcher, etc. Enfin, vraiment au niveau de la réalisation, pas mal de trucs comme ça qui sont vachement intéressants. Toute l'idée, c'est que donc toutes nos dimensions tournent autour de cette tour sombre, mais qu'on n'en est pas vraiment conscient. Et les personnages vont dans un coin qui leur permet d'accéder au portail dimensionnel. Et une porte se ferme derrière eux, et donc on voit juste derrière une petite fenêtre une lumière qui arrive ou un truc dans ce genre-là pour montrer que le passage est parti, mais on voit juste des gens en train de marcher dans une rue normale sur tout le plan. Il y a genre juste un tout petit détail ici, dans le coin du cadre, qui brille et qui fait un truc, et tu dis ah oui, c'est bien l'idée quoi. Vous avez l'impression que le monde est normal, mais si vous regardez dans le coin, vous verriez qu'il se passe des trucs très très bizarres de certains côtés, qui est encore une fois un symbolisme la créativité qui est dans le monde, et il y a plein de créatifs à trouver, etc. Et tout le bordel. Donc je vous l'ai dit, je suis pas un méga fan de Stephen King, j'en ai eu quelques-uns, mais pas tous. Que j'ai lu le truc avec une buick, je sais plus comment ça s'appelle là, mais la buick qui est un passage dimensionnel justement vers une dimension parallèle avec des créatures bizarres et des machins. J'avais lu ce truc, j'en ai lu plein d'autres, hein, mais bon. Et j'ai vu la plupart des adaptations, et il y a du coup des trucs qui font allusion. Alors je vous ai dit, les pouvoirs télékinésiques s'appellent le Shining dans le film. Ce fameux film d'horreur qui ne m'a jamais fait peur une seule fois, et je comprends pas pourquoi les gens le regardent. Expliquez-moi. Donnez-moi un passage qui vous fait peur dans Shining. Je me suis toujours fait chier devant ce film, je n'ai jamais eu une once de peur devant ce truc. C'est tellement millimétré et machin, je vois pas où est la peur dans le truc, c'est froid, enfin, même s'il arrive à quelque chose, de toute façon, c'est à 10 km de la caméra, on s'en fout. Et les personnages le réalisateur les déteste. Mais bon, peu importe. À un moment du film, on est chez un psy, il y a un tremblement de terre, et on voit un cadre photo qui tremble, et je suis persuadé, ça passe très très vite, mais je suis persuadé que c'est la photo du bâtiment qui sert du coup de bâtiment à Shining, là où se passe l'action dans le film Shining de Kubrick. Peut-être d'ailleurs que c'est pas celui de Kubrick, que c'est celui que Stephen King a fait en téléfilm, parce que Stephen King aussi a réadapté son Shining en téléfilm, parce qu'il avait dit que celui de Kubrick c'était de la merde et que c'était pas son bouquin. Et du coup, peut-être que c'est l'autre et il essaye de régler du coup sa bataille comme ça, mais du coup il y a ce truc-là, et je suis persuadé qu'il y a plein d'autres petits trucs qui reviennent d'autres films. Bon bah voilà, avec tout ce qui s'est dit sur le film, j'étais assez anxieux de voir ce que ça allait donner, et au final, non, je trouve que c'est un très très bon résultat, quoi. C'est assez audacieux d'oser faire ça, et d'oser ne pas essayer d'en mettre plein la vue, mais juste de raconter une bonne histoire correctement et de A à Z. Et franchement, rien que ça, c'est tellement rare dans le cinéma que ouais, par défaut, déjà ce film a des bons points par rapport aux autres. Donc ouais, je vous encourage à aller voir La Tour Sombre. Les acteurs aussi sont vachement bons, hein. J'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est vrai que je parle pas beaucoup des acteurs. Idris Elba, il est toujours aussi bon. Enfin, je crois pas que je vais l'avoir vu mauvais dans un film. Matthew McConaughey a camouflé son accent texan. Parce que bon, on peut dire ce qu'on veut dans une dimension parallèle, je pense pas que les mecs aient des accents texans, même s'il y a des rapports avec la Terre. Donc il a quand même réussi à un petit peu faire bouger son accent. Et il adapte du coup son jeu habituel, je trouve pas qu'il ait beaucoup changé,
il est beaucoup dans le machin comme ça, puis il parle là, enfin bon, voilà, Matthew McConaughey. Mais même comme ça, je trouve qu'il est, du coup, il colle parfaitement au personnage du sorcier et qu'il arrive à lui donner une bonne aura. Et ouais, je trouve tout ça très réussi. Le gamin s'en sort vachement bien aussi. Et vraiment bluffant, quoi. Il a toutes les scènes où il doit vraiment être à fond dans les trucs difficiles et tout, il arrive à vachement bien s'en sortir. Et il y a une très très bonne alchimie qui se crée entre lui et le personnage du pistolero. Enfin, vraiment, allez voir, quoi. Je pense que c'est le film d'aventure SF fantastique de l'été presque. Enfin, je trouve que pour le coup, là, on est vraiment projeté dans un nouveau monde. Là, on a vraiment un nouveau truc qui est développé et c'est vraiment intéressant et profond à développer. Et ça donne un résultat vraiment vraiment intéressant. Voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao!